D'accord, ok. Bonsoir à tous, bienvenue au Billet Talk. C'est notre première édition et nous sommes ravis d'avoir avec nous aujourd'hui Gaël Monbiot pour cette édition du mois de mai. Gaël Monbiot, pour la petite présentation, il est analyste d'affaires. Il a plus de 7 années d'expérience et Gaël est membre du chapitre IIBA d'Ottawa. Donc, pour dire que Gaël est un confrère de l'autre côté chez l'oncle Sam. Bienvenue Gaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, notre thème est l'analyse des processus d'affaires ou encore dit processus métier dans le français standard. Tu vas nous entretenir un peu sur tout ce qui concerne l'analyse des processus métiers. Qu'est-ce que c'est déjà? Tout ce qui est relatif à la cartographie, les différents langages qui existent pour faire de la modélisation des processus d'affaires. Merci Gaël, merci d'avoir accepté notre invitation. La parole t'est donnée. Merci beaucoup, merci Nadège et surtout merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là avec vous pour discuter des processus métiers. Et c'est ça, donc permettez que je partage mon écran. Alors, ok. Qu'est-ce que vous voyez sur mon écran? C'est bon, Hmm. on voit ton écran. Est-ce que c'est ok? C'est c'est bien celui-là où est mon curseur? Parce que j'ai deux écrans, c'est pour ça que je suis un peu confus des fois. Ok, c'est bien Oui, celle-là, c'est n'est-ce bon. pas? Ok, Oui. d'accord. Donc aujourd'hui, comme je disais, comme tu l'as dit aussi d'ailleurs, on va discuter de la cartographie et l'analyse des processus d'affaires ou alors processus métier, des process flow. Il y a plusieurs façons de l'appeler, mais en fin de compte, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par une définition pour dire qu'est-ce que c'est. Et nous allons voir un petit cas sommaire. C'est vraiment un truc sommaire pour nous situer un peu, afin de comprendre ou du moins toucher avec main ce dont on est en train de parler. Et là, nous allons finalement entrer dans le vif du sujet pour voir comment les étapes clés qu'on parcourt pour cartographier, analyser un processus actuel. En anglais, ils disent souvent ASIS. Et ensuite, on parlera d'une petite approche, comment est-ce qu'on procède dans la pratique. Et ensuite, on parlera de quelques principes d'optimisation en vue d'arriver à un processus futur, to be si on veut. Et finalement, on fera quelques considérations finales en conclusion. Par exemple, on parlera des techniques complémentaires. Et voilà. Donc, pour commencer, c'est quoi un processus d'affaires? Par définition, un processus d'affaires, c'est un ensemble d'activités ordonnancées qui transforment un ou des intrants en extrants et très souvent avec l'intervention d'acteurs. Dans cette définition-ci, il est important de retenir les mots tels que activité, ça c'est vraiment les mots-clés. Activité, transformation, intrant, extrant et acteur. Donc, lorsque vous travaillerez sur l'optimisation des processus, ce sont des thèmes qui vont être récurrents. Ça, franchement, il n'y a pas moyen d'y échapper. Voilà. Donc, toujours dans une optique de définition, il serait intéressant de faire une petite distinction entre mappage ou cartographie, si vous voulez, et analyse. Les deux sont différents, mais complémentaires. Ce n'est pas exactement la même chose. Bon, pour commencer, la modélisation. Le mappage, c'est faire de la modélisation pour montrer comment le travail est effectué. C'est purement graphique. Et notons qu'on peut dessiner soit l'ordinateur, soit la main, ou même carrément on peut faire des post-it pour coller au mur. C'est selon. Mais dans tous les cas,
Il est important de le noter. L'analyse, par contre, c'est une approche qui consiste à évaluer l'efficacité et l'efficience d'un processus. Là, puisqu'on a dit que c'était complémentaire, la plupart du temps, vous allez partir d'une cartographie qui existe déjà et analyser, par exemple, pour voir où sont les points d'échauffement, les activités qui sont sans valeur ajoutée, etc., etc. Donc, les deux, c'est pas exactement la même chose, mais c'est complémentaire. Donc, la plupart du temps, vous ferez les deux, la plupart du temps. Voilà. Donc, un petit exemple pour commencer, je vais dire pour nous situer. On va considérer une entreprise qui s'appelle Pinco Palino et puis elle est une entreprise qui fabrique des composants mécaniques. Elle a un catalogue qui contient 10 000 références. Chacune des références est identifiée par un code à 6 chiffres, comme par exemple 62, 63, 64. Donc, un code à 6 chiffres, ça c'est très important. Les produits sont fabriqués avec l'approche Lean, c'est-à-dire qu'on ne stocke pas les produits finis, on stocke les semi-finis et ensuite, lorsqu'une commande arrive, on fait l'assemblage pour envoyer au client. Et important de noter aussi que les clients sont la plupart du temps des grosses quincailleries, c'est-à-dire que l'entreprise ne vend pas aux consommateurs finaux. Et pour passer la commande, le client doit consulter le catalogue ou bien aller sur le site Internet. Ensuite, compiler une liste de codes, c'est-à-dire une liste d'articles et forcément, ça va être un code et qu'il envoie par email. Et notons que ces codes-là peuvent être même manuscrits. Ça, c'est totalement autorisé. C'est-à-dire que le client peut prendre un format, un crayon et écrire ses codes qu'il veut. Il envoie et puis le commis commercial, il reçoit l'email, il imprime et le processus commence. Ou du moins, c'est la réception de l'email qui déclenche un processus commercial. Ou du moins, appelons-le processus de vente pour être simple. Et avant qu'on ne continue, n'hésitez pas à interagir parce que cette séance-ci, c'est pas une séance de coaching, c'est pas une séance où on enseigne des choses, bien au contraire. On est là pour discuter et partager, donc utiliser le chat lorsque vous avez des idées. Et puis à la fin, bien sûr, il y a une séance de questions-réponses qui est prévue. Et c'est ça. Donc, sentez-vous vraiment libre d'interagir. Voilà. Donc, le processus de vente de notre entreprise Pinco ressemble à ça. Il est déclenché, comme on a dit tout à l'heure, par la réception d'un message. Ensuite vient un sous-processus, ça c'est très important, un sous-processus de vérification des détails de la commande. Après celui-là, vient un sous-processus de traitement de la commande en elle-même. Une fois que la commande est traitée, il y a deux choses parallèles qui arrivent. Premièrement, on envoie la commande à un autre acteur du processus qui est le département de la production et eux, ils vont enclencher le processus de production. Parallèlement, un autre message est arrivé à aux collègues de la comptabilité qui, eux, vont enclencher le processus de facturation. Quand les deux sont terminés, notre commis aux ventes, il reçoit les informations, les confirmations. Bien sûr, entre tout ça, il y a une attente, c'est important. Il reçoit, ensuite, il fait le processus d'expédition et c'est terminé. Voilà. Donc, avec ces petits exemples en tête, voyons un peu les étapes utiles à la cartographie et à l'analyse des processus. Au tout début, vous devez, en tant qu'analyste d'affaires, déterminer les objectifs. C'est-à-dire que pourquoi au monde voulons-nous cartographier et analyser un ou des processus? Les raisons peuvent être multiples. Ça peut être parce que nous sommes en train d'implanter un logiciel, un ERP, comme a dit un de nos collègues tout à l'heure, c'est son travail. Ça peut être parce qu'il a été déterminé que le processus en question, il est inefficace.
Ça peut être parce qu'on veut le mesurer dans une optique d'amélioration continue. Les raisons peuvent être multiples, mais à la base, il est important de déterminer les objectifs. Pourquoi voulons-nous le faire? Quels résultats voulons-nous obtenir en bout de ligne? Deuxième chose importante qu'il serait utile de faire, c'est une liste des parties prenantes, les acteurs, comme on a dit un peu plus haut. Qui sont les personnes qui interviennent dans le processus? Ou du moins, les personnes qui ont une influence sur le processus ou alors qui sont influencées par ces processus. Il est important de dresser une liste au départ. Ça, en termes de Babok, on parle, c'est-à-dire, souvenez-vous du chapitre 3, où on parle de la planification de l'analyse d'affaires. Ça aussi, ça fait partie aussi un peu de ce travail-là, de dire qu'en amont, je planifie pour voir qui va intervenir à quel moment. Étape suivante, je vais identifier les processus en question. Et il est important dans cette étape-ci de dire qu'une fois nos processus sont connus, ceux du moins sur lesquels on va travailler, il faut être très clair sur les frontières. C'est-à-dire que c'est où que ça commence et c'est où que ça finit. Sinon, vous allez vous retrouver avec, je vais dire, avec tellement d'ouvrages et peut-être non, et peut-être pas pertinent pour ce que vous vouliez faire. Par exemple, si on devait retourner à notre exemple ici, précédent, ici, tout ce qui nous intéresse, c'est le processus de vente. Ensuite, le processus de fabrication, de production, on l'a mis là juste pour dire qu'il existe et il est important dans ce que nous voulons considérer, mais ce n'est pas le plus important. Plus intéressant encore, ce qui se passe chez le client. Ça ne nous intéresse pas beaucoup, du moins à cette étape, parce que ce sont ses affaires. Nous, on n'a aucun contrôle sur ce qu'il fait. Donc, clairement, si on doit déterminer les frontières de notre processus, on va dire qui est exclu, qui est dedans, qui est dehors. Donc, revenons là. Donc, important de définir les frontières au départ. Puis, étape successive, on va dresser une liste d'activités. Quelles sont les activités qui sont exécutées, les activités, les tâches qui sont exécutées dans notre processus? On va faire une liste et bien sûr, il est important de noter que là, on est déjà en train de travailler avec nos parties, avec nos acteurs qu'on a dit, du moins, ou les parties prenantes les plus importantes parce que aussi tentant que ça puisse être, nous autres, on ne va rien inventer. On va mettre les gens autour d'une table et leur poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Quand le faites-vous? Comment le faites-vous? Ainsi de suite. Donc, la liste d'activités, là, l'ordre va venir ensuite, mais là, il est important de dresser la liste. Je fais, j'ouvre mon courriel, j'imprime la pièce jointe, j'ouvre le logiciel, je prends mon téléphone et puis j'appelle X ou Y, Z. C'est comme ça. Donc, une liste d'activités aussi exhaustive, plus elle est complète, mieux ça vaut parce qu'il ne faut rien oublier non plus. Et finalement, à l'étape suivante, on va mettre en ordre ce que nous avons listé. C'est-à-dire, nous, on va prendre notre liste, on va mettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui commence? Comment est-ce que le processus commence? C'est quoi l'étape numéro 1, numéro 2, numéro 3, Gaël, ainsi de suite. il y Oui, a Gilles il y a une question. Kwame qui a une question. Question. Voilà. Oui, Gilles, je t'écoute, Gilles. Ok. Alors, désolé, j'avais Oui. pointé un message dans le groupe. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, je t'entends, oui. Mais je suis un peu loin de l'écran, donc je ne peux pas voir le message. Par contre, je vais demander à Nadège la faveur. Nadège, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder le chat? Non, mais je vais résumer un peu le message que j'ai partagé. OK. Oui. Je peux déjà résumer, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je disais en fait, dans ce que tu as présenté tout à l'heure, dans l'exemple de juste la petite entreprise que tu as présentée, Pinto, si j'ai oublié, s'il te plaît, tu peux me rappeler. En Pinko, fait, oui. j'ai bien l'impression, c'est juste une impression, peut-être que tu pourras, dans ce que tu as pris comme exemple, il me semble qu'il n'y a pas dans les étapes des actions de retour en fait à l'ancienne
à l'ancienne étape, c'est-à-dire qu'avant de préparer la commande, est-ce que ça arriverait que la commande soit rejetée? Est-ce que dans ce cas-ci, on a encore une étape qui doit être faite ou bien on continue directement? Je n'ai pas trop perçu ça, mais je ne sais pas si c'est l'exemple que tu voulais te focaliser là-dessus, sans toutefois ajouter ces autres cas-là aussi. Oui, Gilles, alors je vais te prier juste d'être un peu patient parce que justement, tu vas comprendre, tu vas comprendre ensuite pourquoi. Je n'ai pas mis beaucoup de détails. Ok, merci beaucoup. Ok, pas de souci. Oui, pas de souci. Oui, bon, en effet, ce qu'il dit est pertinent, mais plus tard, plus loin, on verra pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis beaucoup de détails. Et c'est ça. Donc, avant l'intervention de Gilles, on disait que, OK, on fait une liste, on fait le séquençage des étapes à parcourir. Et après ça, on va faire le mappage en lui-même. Ici, on va choisir la méthodologie qui nous convient et dessiner le processus. Ça peut être avec un logiciel comme Visio, par exemple, ou alors ça peut être sur une feuille blanche avec le papier. Non, je vais dire une feuille blanche et un crayon. C'est totalement légal de le faire, absolument. Une fois on a notre carte en main, on l'imprime et on part, du moins, on peut l'imprimer ou l'envoyer tout simplement à nos parties prenantes afin qu'ils apprécient et afin qu'ils confirment si ce qui a été représenté est fidèle à ce qu'ils ont dit. Ça, c'est très important parce que, en fin de compte, nous, l'analyse d'affaires, on n'est que l'intermédiaire. On n'est pas supposé dénaturer les propos de quelqu'un. Et c'est même très important. C'est très important de le tenir en considération parce que parfois, le client va dire une chose et vous allez en entendre une autre. Donc, cette étape de partage des résultats, c'est pour demander un feedback. De dire que, monsieur le client, madame la cliente, est-ce que cette carte-ci que j'ai faite, peut-être je l'ai imprimée, je l'ai collée au mur si on est en atelier, est-ce que ce que vous voyez là correspond à ce que vous avez dit comme étape? Ils vont regarder et dire oui, effectivement, ça correspond à ce que nous faisons. C'est seulement là qu'on estime que la première étape du travail est terminée, c'est-à-dire que la cartographie du processus actuel. Après cela, on va faire les analyses. Bon, là, j'ai mis étape suivante, l'amélioration, parce que l'amélioration, ça contient beaucoup de choses. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne comprend pas. Ça, je serais tout à fait d'accord avec vous. Donc, un peu pour dire que entre l'étape de partage des résultats et l'étape de l'amélioration, peut-être il aurait dû y en avoir une qui s'appelle tout simplement analyse, mais c'est pas, je n'en suis pas inquiet parce que plus loin, nous allons parler de l'analyse en elle-même. Voilà. Donc, avant d'arriver à l'analyse, on va parler en fait, sommairement, c'est pas vraiment je vais dire, on va parler dans le détail parce que lorsqu'on fait la modélisation, la cartographie, il existe plusieurs types de modèles et notations qu'on peut employer. Les plus courus, disons, seront le diagramme de flux et chaîne des valeurs. Ça, c'est dans le domaine des affaires. Donc, si vous vous adressez, par exemple, à un manager, il est très possible que vous ayez à utiliser ce diagramme-là. Par contre, si vous vous adressez à des informaticiens, à des développeurs, il est très possible que que vous deviez utiliser l'UML ou bien le diagramme des flux des données, parce que c'est ça le langage qu'eux, ils parlent davantage et qu'ils comprendront le plus facilement. Au milieu des deux, il y a le BPMN. C'est utilisé pour les deux domaines. Ça, c'est personnellement ce que je préfère. Et après ça, il y en a plein d'autres que je vais dire que je ne vais pas citer ici. Voilà. Donc, maintenant, parlant quelle est l'approche qu'on utilise pour cartographier? Comment est-ce qu'on procède dans la réalité? Bon, ici, j'ai fait cette petite pyramide ici pour dire que une approche intéressante serait
de dire serait top-down dans le sens que, c'est-à-dire, non, imaginez un instant que imaginez l'entreprise dont on parle comme étant un bâtiment physique. Il est localisé quelque part. Vous allez dans ce quartier-là et vous prenez, je ne sais pas moi, un hélicoptère. Et vous montez, 100 mètres, 200 mètres au-dessus du sol, où vous êtes capable de voir cette entreprise depuis le haut. Mieux encore, si vous êtes capable d'enlever la toiture pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Là, la première chose qu'on fait, c'est de photographier le processus dans son entièreté. C'est-à-dire, le processus de vente, je veux le voir dans son ensemble. Juste les grandes étapes qui le comportent. Et je pense aussi que là, ce que Gilles voulait, c'est en fait, pour revenir un peu à la question de Gilles, ici, lorsque vous voyez dans la notation, regardez un peu où se trouve mon curseur. Après la réception, la prochaine étape dit vérifier les détails de la commande. Vous verrez le signe plus là ou dans la boîte. Ça veut tout simplement dire que c'est un sous-processus. Donc là, à l'intérieur, il y a plein d'autres choses encore que pour des motifs de simplicité, on ne pouvait pas mettre dans une grande carte. Ça va être la même chose pour le processus de traitement de la commande. Voilà. Donc, première étape, on voit le processus dans son ensemble, le big picture, la vision d'ensemble. C'est par là qu'il serait intéressant de commencer, de savoir où il commence, où est-ce qu'il termine, qu'est-ce qu'il y a au milieu. Et voilà, ça, c'est le même exemple, en fait, typiquement, processus de production, processus de facturation. Là, c'est des sous-processus. Il y a plein de choses là-dedans. Et ensuite, lorsqu'on a fait notre vision d'ensemble, on a mis notre processus global, on l'a schématisé, on descend d'un cran, ou de deux si vous voulez, et on va se focaliser sur un des sous-processus en particulier. Par exemple, celui-ci, c'est le sous-processus de traitement de la commande. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est la deuxième étape dans notre grand processus. Lui, enfin, le sous-processus de traitement de la commande me dit que, enfin, déjà, j'ai commencé par ce symbole intermédiaire. Je ne sais pas si, bon, si formellement, c'est très correct, je ne sais pas. Mais pour moi, il était juste important de faire comprendre que c'est un sous-processus, c'est-à-dire, avant, il y a des choses. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on dit c'est-à-dire, ce processus-ci, on a dit qu'il vient après le processus de vérification. Le processus de vérification, il tient tout ce qu'on veut y mettre. Par exemple, regarder les codes pour voir s'ils sont bons, s'ils sont complets, ainsi de suite, si c'est bien écrit, puisqu'on a dit qu'on admet que la commande puisse être manuscrite. Et là vient notre sous-processus de traitement de la commande. Vous voyez qu'on est parti d'une petite boîte comme ça à un processus, à une page. Et on voit là-dedans que, comme première étape, notre commis aux ventes, notre commis des bureaux, appelons-le comme on veut, il doit faire une impression. C'est-à-dire imprimer le fichier qui est venu en pièce jointe avec le client, du client. Ensuite, il doit ouvrir le logiciel de gestion commerciale. Et là, se pose une question. Est-ce que le client, il existe dans notre système? Si c'est un nouveau client, il faut d'abord lui créer... oui, c'est ça. Si c'est un nouveau client, il faut d'abord créer son profil avant de passer à l'étape suivante. Si c'est un client existant, on va juste ouvrir sa fiche. Bon, là, je suppose que dans l'étape d'en haut, la création du profil, le système est assez intelligent qui vous donne directement sa fiche après. Donc, on n'a pas besoin d'être redondant en disant que ensuite ouvrir sa fiche. Bon, ça, c'était dans une optique de simplicité. Étape suivante est l'étape cruciale dans notre processus. Le monsieur, il va faire une retranscription des codes qu'il a dans son papier.
dans le système. Et important ici, j'ai noté que c'est une opération manuelle et une opération répétitive, c'est-à-dire que ce symbole-ci, ça dit « fais tant qu'il y en a ». Donc, s'il y a 100 codes, tu vas devoir insérer 100 codes l'un après l'autre. Inutile de vous dire ici que les risques sont nombreux parce que notre monsieur, il risque de se tromper. Il peut utiliser un 2 au lieu d'un 3. Et là, ça change ça change la nature du produit. Donnons-lui le bénéfice du doute et disons qu'il va bien faire son travail. Hein. Il va le faire. Ça va prendre le temps que ça va lui prendre. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais il est payé pour ça. Il va le faire. Après cela, il doit appliquer la ristourne. C'est-à-dire que le client industriel, par définition, il a une ristourne. 10%, 20%, 30%, peu importe. Il applique la ristourne, mais les règles d'affaires disent que il doit aller demander l'approbation ou du moins la signature de son patron, qui est le directeur commercial. Alors, peut-être qu'il va me se lever de son bureau pour aller le voir lui dans son bureau à lui. Peut-être qu'il va juste lui envoyer un message. Peut-être que un message va être automatiquement généré et que le monsieur va aller juste cocher une case quelque part. Peu importe la façon qu'on le fait, mais il doit le faire. C'est là que, justement, j'ai prévu que ce processus-là, il se termine par l'envoi d'un message à quelqu'un. Disons, par exemple, c'est le message qui part à la production et à la comptabilité. Donc, pour retourner un peu à la question de Gilles, je comprends ton inquiétude, mais dis-toi juste que avec le peu de temps qui nous est imparti, on ne pouvait pas rédiger tout un scénario. Ça, franchement, il aurait fallu que je vous le donne en amont pour que vous le lisiez avant. Parce que, bon, quand même, prenons 5 minutes pour faire, je veux dire, puisque c'est un cas fictif, prenons 5 minutes pour, je vais dire, pour divaguer un peu et nous dire que, imaginons que le client, bon, OK, on a dit, c'était clair qu'il va dans le catalogue ou bien il va dans le site Internet, il compile son affaire, qu'il envoie par email à l'adresse vente@pincopalino.com. C'est une boîte email générique qui a été créée par l'entreprise pour recevoir ses commandes. Notre commis de vente, il a accès à cette boîte-là. Donc, aussitôt que le message arrive, il a une notification. Donc, il reçoit l'email, il ouvre, il voit qu'il y a une pièce jointe, il l'imprime et étape suivante, et ensuite, il vérifie que tout est en ordre. Si, par exemple, il arrive à déterminer qu'il y en a un code qui est de 5 chiffres plutôt que 6, on sait que la convention demande 6 chiffres. S'il y a un item qui a seulement 5 chiffres, là, il sait qu'il doit retourner chez le client pour demander des clarifications. Ou alors, si le client a été, c'est pas moi, la personne, le représentant du client qui a fait la demande, supposons que ce fut un médecin dans une vie précédente. Tout le monde sait comment les médecins écrivent. Et quand on a dit que la commande peut être aussi manuscrite, ça veut dire qu'il est très probable que parfois on se demande, mais est-ce que c'est un 2 ou c'est un 8? En cas de doute, prends ton téléphone, appelle le client et demande-le lui. Ne fais pas de l'interprétation. Et justement, Gilles, tu verras que dans mon processus, depuis le début, j'ai mis des flèches qui vont du client, de ce couloir qui représente le client, vers notre commis de bureau. Ça, c'est ce qu'on appelle des flux de messages, justement, pour dire que pendant tout le processus, il y a des va-et-vient avec le client. Pendant tout le processus. Ou pendant la phase de vérification, les messages peuvent être juste de lui dire que, monsieur, est-ce que vous avez écrit 2 ou est-ce que vous avez écrit 8? Je vois ici qu'il y a un chiffre qui manque sur un code. Pardon, donne-moi le code, donne-moi le chiffre. Le code, il n'est pas correct, donne-le-moi. Ça, c'est pendant tout le processus. Et puis même, à la réception de la commande, peut-être qu'une règle d'affaires veut que
notre commis de bureau doit répondre tout de suite pour lui dire que, monsieur, merci d'être un client si fidèle, nous venons de recevoir votre commande. Donc, c'est un scénario fictif pour nous dire qu'il y a tellement de choses dans un processus qu'on ne peut pas, je vais dire, pour un temps si bref, on ne pouvait pas toutes les inclure. Et j'ose espérer que ça dit qu'on a levé ton, je vais dire, ton inquiétude, elle est levée, quoi. Tu peux faire juste enfin, je vais dire, un symbole de le pouce en l'air pour dire que c'est beau, ou alors pouce dans pour dire que tu sais pas, que c'est pas correct. Pour moi, ça fonctionne aussi. Voilà. Et avec cela, ceci nous amène à l'optimisation, c'est-à-dire que on a cartographié notre processus actuel. On l'a même analysé. Parce que malheureusement, dans cette présentation, je suis d'accord qu'on a fait un peu abstraction du volet analyse. Non, mieux, prenons 5 minutes et retournons-y. Lorsque j'analyse ces processus, je me dis qu'il y a tellement de choses qui sont perfectibles, disons. C'est-à-dire que ceux qui ont mis ces processus sur pied, ils l'ont fait de bonne foi. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Moi, je commencerai par poser la question, mais pourquoi est-ce que le client m'envoie sa commande avec dans un fichier qu'il a écrit à la main et qu'il a scanné pour m'envoyer, que je ne peux pas faire des copier-coller? Pourquoi? Pour moi, ce n'est pas normal. Parce que notre collègue de notre commis de bureau, il va mettre un temps fou à faire de la retranscription. Qui dit retranscription dit risque élevé d'erreur. D'ailleurs, on peut pousser notre scénario un peu plus loin en disant que les analystes en intelligence d'affaires, comme on disait au début de notre réunion tout à l'heure, ils ont déterminé que le taux d'insatisfaction des clients est élevé. C'est-à-dire qu'on a observé qu'il y a une moyenne par commande de, c'est pas moi, d'erreur de 15%. Donc, dans 100 produits qui sont commandés, il y a 15 mauvais, il y a 15 produits qui ne sont pas les bons. J'ai demandé le produit numéro 62, 63, 64. On a remplacé le 4 avec le 5, ça devient 65. Ça me change tout. Donc, activité manuelle, une approbation que je dois demander et qui me semble être un peu inutile, si vous voulez. Bon, bien sûr que l'approbation en elle-même n'est pas inutile, mais on peut faire en sorte qu'il y ait approbation, mais on peut la faire différemment. On peut établir des règles d'affaires différentes. Voilà. Donc, c'est ça qu'on fait pendant l'analyse, en fait. L'analyse, c'est juste de déterminer notre processus tel qu'il est actuel. Où est-ce qu'il va mal? Ou alors, pourquoi pas? Qu'est-ce qui va bien? Pourquoi changer ce qui fonctionne? Si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais la plupart du temps, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et l'analyse va être de dire, déterminons qu'est-ce qui ne va pas. Déterminons qu'est-ce qui peut être amélioré. Il y a des choses qui vont bien, mais qu'on peut améliorer aussi, etc., etc. Donc, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Où sont les activités à valeur ajoutée, ainsi de suite. Donc, ceci nous amène à la prochaine diapositive qui parle de notre processus futur, tel que on voudrait qu'il soit. Alors, selon vous, lorsque j'ai cartographié un processus, je l'ai analysé, j'ai trouvé qu'il y a des imperfections, des choses à améliorer. Mais sur quels critères est-ce que je décide que, ou du moins, selon quels critères je décide que telle activité ne me convient pas, telle autre me convient, telle autre pourrait être déplacée, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une question très importante à laquelle on va répondre tout de suite. Pour optimiser un processus, il y a plusieurs critères que vous pouvez prendre en considération.
En pole position, moi, je dirais valeur ajoutée. C'est-à-dire que pour chaque activité qui est exécutée dans le processus, posons-nous la question de savoir est-ce que c'est pour, est-ce que ça me donne de la valeur en tant qu'entreprise? Est-ce que le client est prêt à payer pour ça? Est-ce que ça nous rapporte des sous? Est-ce que ça nous aide à payer le salaire? Ça, c'est très important. Donc, premièrement, raisonner en termes de valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on devait retourner une fois de plus à notre exemple, dans ce diagramme-ci, quelles sont selon vous les activités à valeur ajoutée ou alors sans valeur ajoutée? Parce que c'est deux revers de la même médaille. Pour commencer, je dirais que la première activité sans valeur ajoutée, l'impression. Imprimer un document, ça ne m'apporte rien. Le photocopier, ça me c'est du temps. Je ne dis pas qu'on doit interdire les photocopies. Hein. Non, 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 pas du tout. Je dis tout simplement que ça ne doit pas être systématique dans notre processus. Faisons-le seulement quand c'est vraiment nécessaire. Mais si c'est systématique, c'est un problème. Donc, première chose que je changerais ici, cette étape de l'impression là, moi, j'ai tendance à dire, mettons une croix dessus. Ensuite, une activité qui, logiquement, devrait me donner de la valeur, c'est l'enregistrement des cours dans la machine. Sauf que dans notre cas précis, elle est faite de façon perfectible, disons. Elle a des imperfections qu'il faut corriger. Mais quand même, le fait d'enregistrer une commande, oui, ça va m'apporter de l'argent. Donc ça, il faut en tenir, il faut le tenir le prendre en considération. De même, le fait de créer un profil client dans ma machine, c'est important. Il faut que je le fasse. C'est obligatoire que je le fasse. Donc, vous verrez donc, valeur ajoutée, ça, il faut le faire. Ensuite, l'automatisation. Est-ce qu'il ne serait pas beau, selon vous, que certaines choses qui se faisaient à la main puissent être automatisées? De sorte qu'il y a une machine quelque part qui s'en occupe, de sorte que pour que moi, homme, ou du moins moi, humain, que je ne sois pas obligé d'intervenir. Pour revenir à notre affaire-ci là, je suis sûr qu'il existe un moyen de faire en sorte que l'activité d'enregistrement de la commande dans la machine puisse se faire automatiquement. Ça, à la fin, lorsqu'on sera en train de réfléchir, je vais dire vous et moi, on sera en train de réfléchir, on va probablement trouver une solution à ça pour faire en sorte que la tâche ne soit plus manuelle, qu'elle soit plutôt automatisée. Et les risques opérationnels, c'est-à-dire que parmi mes activités que je fais, quelles sont celles qui ont un risque inhérent, qui comportent un certain degré de risque. Tout à l'heure, c'est-à-dire pour revenir à notre fameuse transcription ou retranscription de l'information. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsqu'on transcrit surtout des codes qui sont beaucoup de chiffres, on va finir par passer par le pied dans le tapis et on va se tromper quelque part. Et à la fin, le risque est que le client se retrouve avec la marchandise qui n'est pas la bonne. Imaginons un peu notre entreprise, elle se trouve en Côte d'Ivoire. Et le client qui a commandé, il se trouve au Tchad. Vous faites la production, vous lui envoyez sa marchandise, ça passe la douane, il récupère, il met dans le magasin. En faisant la vérification, il se rend compte que vous vous êtes trompé 15 fois sur 100. Bon, maintenant, la marchandise se trouve déjà au Tchad. Le gars a payé la douane dessus. Il a payé le transport et tout ce qui est. Donc, il va vous appeler, vous dire « Je ne suis pas content ». Et il aura raison de dire qu'il n'est pas content. Et vous, dans ce cas-là, puisqu'il est un client important, comme tous les clients sont importants, qu'il fasse 95% de votre chiffre d'affaires ou 1%, ils sont importants, tous autant qu'ils sont.
vous allez devoir courir aux abris pour résoudre le problème et vite. Par exemple, de dire que, OK, ça, nous reconnaissons que nous nous sommes trompés. Alors, puisque tu ne vas pas nous renvoyer la marchandise ici parce que ça va coûter ce que ça va coûter, tu vas juste la garder comme bonus. Et nous, on va fabriquer ce qui aurait dû être fabriqué au départ et on va envoyer. Vous voyez, vous comprenez les problèmes. 1, client insatisfait. 2, nous allons dépenser de l'argent pour fabriquer et pour envoyer. Peut-être que lui aussi, il avait un client qu'il devait servir une semaine après. Le délai va passer, il va se retrouver en train de servir son client au-delà de 3 semaines. Lui aussi, il en prend un coup. Vous comprenez? Ça dit que tout ça pour une erreur de retranscription à la base. Donc, les risques opérationnels, les activités qui peuvent comporter un risque, on va se focaliser dessus avec une attention particulière. Ensuite, toujours dans cette rubrique-là, je vous inviterai à aller prendre connaissance des 7 principes de la réingénierie des processus selon Michael Hammer. Lui, il a énoncé 7 principes qu'on peut appliquer pour faire la réingénierie des processus. Ici, nous allons seulement nous focaliser sur 2 qui me semblent pertinents dans notre cas. Premièrement, il dit qu'il faut placer le point de décision là où le travail s'est fait et intégrer le contrôle au processus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que, pour parler terre à terre, notre commis de bureau qui, comme dernière étape dans son processus, il doit aller chez son manager demander une approbation. Mais selon vous, pourquoi est-ce que le manager, au début, par exemple, d'une période, au début de l'année, peu importe, il définit une série de règles que notre ami, il va juste appliquer et prendre les décisions lui-même? Par exemple, notre client est tchadien. Nous avons des superbes relations avec le Tchad. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises au niveau macroéconomique, au niveau politique pour faciliter le commerce entre les 2 pays. Peut-être qu'il y a des subventions de l'État. Donc, si un client vient du Tchad, automatiquement, applique-lui 50% de réduction sur le prix affiché dans le catalogue. Là, le gars va juste aller appliquer et il ne va plus rien te demander, puisque tu as approuvé en amont. Donc, tu as donné au commis le pouvoir décisionnel de décider. Même chose, c'est pas moi, si le client vient du Bénin, réduction 40% pour des motifs que je ne peux pas, je vais dire, c'est un chiffre arbitraire, vous aurez compris. Mais oui, c'est juste de dire que définissons des règles que le monsieur peut appliquer et à la fin, ça va accélérer son travail. Parce que imaginez un peu, s'il a besoin d'une signature avant midi et il se trouve que vous autres, le manager, vous êtes occupé de 8h à 14h dans une réunion stratégique. Interdiction formelle de vous interrompre. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va rester là, les bras croisés pour vous attendre. Et vous ne pouvez rien faire parce qu'il a interdiction d'interrompre, je veux dire d'interrompre votre réunion. Il ne peut pas. Peut-être parce que ça avait le DG ou bien des investisseurs externes. N'importe qui, on s'en fout. Mais l'idée, c'est de dire que il ne peut, c'est-à-dire là, on va se retrouver en train de bousiller des heures à attendre une signature qui vient à 14h, alors qu'on en a besoin avant midi. Donc, donner le pouvoir à ceux qui font le travail, de sorte qu'ils puissent prendre la décision eux-mêmes. Ici encore, je peux prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec notre exemple précis, mais imaginons un peu dans un restaurant, par exemple. Il y a un manager et il y a du personnel de salle. Un bon client habituel, il vient, il commande son poulet frit avec des pommes frites. Aussi simple que ça. Les pommes, on lui sert des pommes qui ont refroidi.
il s'en rend compte tout de suite et il dit non, ça ne passe pas, mes pommes sont froides, pour moi, c'est inacceptable. Le personnel de salle, la personne qui lui a servi, moi, je pense que dans un monde parfait, lui, il doit avoir le pouvoir de dire, monsieur, je suis désolé, je vous change votre plat tout de suite. Là, ça se résout en 5 minutes. Par contre, imaginez que notre manager du restaurant, ce soit quelqu'un de si rigide. Il veut tout contrôler. Il a décidé que dans un cas comme celui-là, vous venez me voir, rien à faire. Eh bien, vous appliquez les règles. Vous allez le voir. Sauf qu'au moment où vous arrivez pour le voir, il est occupé dans un autre processus. Et deux possibilités. Soit il interrompt, soit il vous dit d'attendre. Attendre que ça finisse dans, disons, soyons généreux, disons 10 minutes. OK. Le client va attendre 10 minutes pour que le manager se pointe. Ils vont parlementer pendant 5 minutes. Et à la fin, la conclusion sera laquelle? Je suis désolé, monsieur, ça n'aurait pas dû arriver. Est-ce que vous acceptez qu'on vous change votre plat? Donc, vous auriez pu résoudre le problème à la base en 5 minutes. Lui, à cause du contrôle rigide, vous allez devoir le résoudre au bout de 15 ou 20 minutes. Avec d'autres clients peut-être qui sont là en train d'attendre d'être assis. Vous comprenez? Donc, là, franchement, donnons le pouvoir à la personne qui fait le travail, dans une certaine limite, bien entendu. Ça, c'est un des principes. Le deuxième qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est de dire que faisons en sorte que l'information soit saisie une seule fois et à la source. Et là, ça nous ramène à notre petit exemple. Imaginez que nous autres, on arrive à déterminer que notre processus, il est tordu, il est perfectible. Il n'est vraiment pas viable, on ne peut pas continuer comme ça. On veut résoudre le problème. Alors, premièrement, faisons en sorte que le client ait les bons outils pour faire sa commande et que le résultat de ces commandes-là soit un fichier TXT ou CSV. Que notre commis aux ventes, au lieu de faire la transcription, il va juste en 2 ou 3 clics importer dans le système. Et la machine, ou du moins l'ordinateur, le logiciel, va importer le tout automatiquement. C'est l'automatisation dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Il dit que vous prenez juste un fichier CSV, TXT, Excel, peu importe. Vous faites importer et intelligemment, le logiciel va placer la bonne information dans la bonne case. Et là, ça nous résout notre problème. Le monsieur, lui, il devait mettre 3 heures de temps à retranscrire le truc, son feuillet. On va se retrouver dans une situation où il importe une commande dans le système en 5 minutes. C'est-à-dire 5 minutes en comptant le moment où il reçoit l'email, il prend connaissance de la pièce jointe. Il n'aura même peut-être pas à la contrôler parce que le système que nous avons mis sur pied pour que le client fasse sa commande, ça contient la bonne terminologie, les bons codes. Par exemple, on peut dire que sur notre site Internet, on va aller créer un petit module connecté à notre base de données des produits parce que justement, la base de données de produits, elle existe. C'est ça que la production utilise. C'est ça que les commerciaux utilisent. Le client va juste aller dire que moi, je veux le produit diamètre 100, hauteur 75. Non, c'est impossible ça. Hauteur 150, par exemple. Et là, et couleur verte. Là, le système va déterminer qu'il s'agit du code 61, 62, 63. Il vous le place dans le panier. Ainsi de suite, jusqu'au 100e item. Là, il appuie sur un bouton. La commande est générée automatiquement. Le commis aux ventes prend, télécharge juste le fichier TXT ou CSV qui est venu avec. Il va dans le système. Il ouvre la fiche du client et puis il clique sur importer un fichier. Et le formulaire dans le logiciel commercial, il est automatiquement peuplé. Donc, vous voyez qu'on a
ici, on applique plusieurs principes pour améliorer la même chose. Là, ça va aussi faire que l'étape de l'impression dont on parlait tout à l'heure, ce sera du passé. On n'imprimera plus rien. Ou du moins, pas dans ce cas, je veux dire pas dans ce cas spécifique, on n'imprimera plus la commande, puisque c'est un fichier qu'on consomme tout de suite, on importe dans notre système. Donc, saisis l'information une fois à la source. Ça, c'est aussi une façon de dire que faisons faire le travail par le client. Vous n'êtes pas encore, il ne vous est pas encore arrivé d'arriver dans un endroit et vous faites peut-être à la banque, vous venez ouvrir un compte. Il vous assied là très gentiment et il vous tend une tablette. Que monsieur, s'il vous plaît, remplissez le formulaire que vous voyez là sur la tablette. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils sont gentils avec vous, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire le travail. Non, ou du moins, ils ont déchargé le travail sur le client. Pour eux, ça leur épargne du temps et ça élimine le risque opérationnel dont on parlait tout à l'heure. Si le client remplit lui-même le formulaire, après, il vient vous dire qu'il y a une erreur d'orthographe sur mon nom. Tu vas dire, mais désolé, monsieur. Enfin, bien sûr, vous lui dites avec le sourire, désolé. Mais seulement, si c'est vous qui aviez rempli le formulaire, il vous pointerait du doigt, il vous dirait, monsieur, vous avez mal écrit mon nom. Par contre, il va se rendre compte, en se rendant compte du fait que son nom est mal orthographié, il va aussi se souvenir que c'est lui qui a rempli le formulaire pour commencer. Donc, lui, il ne vous en tiendra jamais responsable. C'est comme ça. Donc, dernier principe, saisis l'information une fois à la source, une fois et à la source. Et ça, c'est une façon de dire, faisons en sorte que c'est le client qui fasse le travail. De plus en plus, c'est des choses qui se font ici. Dans les fast-food, vous arrivez, vous voyez un terminal, vous devez juste commander, appuyer. Parfois, c'est des boutons très ergonomiques. Appuyer, moi, je veux un café, moi, je veux des pommes frites, moi, je veux X, Y et Z. Ensuite, vous payez à la machine et la commande s'en va automatiquement à la cuisine. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre. Quand elle est prête, ils appellent un numéro qui est sur le reçu qui a été généré. Je veux dire, c'est magique, quoi. Enfin, magique, non, mais c'est formidable comme façon de nous épargner du temps. Oui. Et qui dit temps dit argent. D'ailleurs, ceci nous amène à une petite conclusion qui va dire que considérez dans votre travail toujours d'analyse des processus d'affaires ou des processus métiers, raisonnons toujours en termes de création de valeur parce que votre temps, c'est de l'argent. Un processus qui est au point, il vous permettra d'être plus efficace et même efficient. Et par ricochet, votre client n'en sera que plus satisfait. Honnêtement, moi, en tant que client, je serais plus content si on me servait en 1 heure de temps que si on me servait en 3 heures. En 3 heures, c'est bien, en fonction du domaine où on est en train de parler. 3 heures, c'est bien. Mais une heure, c'est encore mieux. C'est comme ça. Donc, et puis, il y a une autre chose qu'il serait intéressant de considérer, c'est que dans tout ce que vous faites, dans tout ce qui s'est fait, depuis le monsieur ou la dame qui vend juste des beignets au bord de la rue dans un kiosque, il a un processus d'affaires, même s'il ne l'appelle pas comme ça, même s'il n'en est pas conscient. Les processus, ils sont partout. Donc, plus tôt on en prend conscience et on les optimise, mieux ça vaut. Donc, première chose à considérer, création de valeur. Et là, justement, un autre exemple que je vais prendre là avant qu'on ne passe à la diapo suivante, c'est que dans un marché mature où vous ne pouvez plus conquérir de nouveaux clients, tous les clients possibles ont été conquis, vous êtes 2 ou 5 concurrents. Personne ne peut plus prendre de la part de marché chez l'autre.
excepté s'il y a faillite, ainsi de suite. Mais bon, supposons qu'il n'y en aura pas. La meilleure façon, en fait, une des façons d'augmenter votre bénéfice à parité du chiffre d'affaires, c'est effectivement votre processus d'affaires, ou du moins vos processus. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Pendant que vous serez en train de faire en 30 minutes, votre client, votre concurrent, autant pour moi, il fait en 45, vous êtes plus performant que lui. Ça va faire en sorte que vous, à la fin, vous pouvez dégager du temps et payer du personnel à moins, finalement. Donc, création de valeur, votre temps, il est précieux. Et une chose importante, c'est la relation qu'il y a à considérer entre le processus d'affaires et les systèmes d'information. Votre client, lorsque vous êtes dans une entreprise, surtout dans une grande entreprise, au moindre problème qui se pose, votre client interne, le responsable du marketing, le responsable de la logistique, etc., il va venir vous dire, mon logiciel là est trop vieux, il n'est plus performant, il faut qu'on le change. Il faut qu'on le change. En tant qu'analyste d'affaires, vous allez lui dire, mais je suis d'accord, enfin, je suis d'accord, bon, d'accord, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre pour commencer? C'est quoi le problème que tu veux résoudre en changeant de logiciel? Et il va te dire, bla, 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 tu dis, oui, j'ai compris. Bon, OK, tu vas dire, OK. Si jamais on me donne le mandat de travailler sur ton affaire, je viens te revoir. Et puis, en partant le voir, vous lui dites, bon, commençons par voir votre processus d'affaires. Commençons par l'analyser, le cartographier, l'analyser pour voir s'il est au point. En analysant, vous pouvez vous rendre compte des aberrations comme celles comme nous venons de voir. Selon vous, parfois en entreprise, la solution, c'est juste de retravailler le processus. Ce n'est pas un nouveau logiciel. C'est-à-dire que si vous cherchez un logiciel pour venir exécuter un processus qui est déjà imparfait, ou du moins qui est totalement perfectible, vous ne ferez qu'augmenter de la complexité. C'est-à-dire que finalement, vous ajoutez des problèmes au lieu d'en résoudre. C'est-à-dire ça crée plus que des problèmes que ça n'en résout. Parce que le logiciel, ça prend du temps pour l'implanter, ça prend du temps pour tester, pour l'acheter, ainsi de suite. Alors que le processus, déjà, il n'est pas au point. Donc, parfois, la solution n'est pas le logiciel. Le logiciel, ce n'est qu'un outil pour exécuter des processus d'affaires ou des flows, je veux dire, ou des workflows. C'est appelez ça comme vous voulez. Donc, processus d'affaires, système d'information. Avant d'implanter un système d'information, il faut que les processus soient à jour, il faut que ce soit en train de tourner correctement. Sinon, vous êtes en train de vous créer des problèmes. Et pour finir, des techniques complémentaires à l'optimisation des processus. J'ai dit tout à l'heure que vous allez travailler avec des parties prenantes, des clients, des acteurs de ce processus-là. Très souvent, ça va être dans un contexte d'atelier ou de workshop, si vous voulez. Le workshop, c'est une occasion formelle durant laquelle vous et vos collègues, vous travaillez à atteindre un objectif particulier. Donc, l'objectif ici, là, c'est de parler de nos processus. Donc, avec vos collègues, en contexte de workshop, vous allez parler de processus. Donc, technique numéro 1 à considérer comme complément à l'analyse des processus, les ateliers. Pour ceux qui lisent le Babok, c'est le chapitre numéro 10. C'est là où il y a toutes les techniques pertinentes à l'analyse d'affaires. Selon le cadre de référence de l'IBA, bien sûr. Ensuite, technique numéro 2 possible, l'observation ou job shadowing. Ça consiste tout simplement à observer une personne dans le contexte, en train de faire son travail. Parce que la beauté, lorsque vous allez vous retrouver en atelier en train de parler avec les collègues, c'est que ceux qui ne vous connaissent pas, ils auront sûrement peur que vous soyez peut-être un espion pour la haute direction. Vous êtes en train de l'évaluer, c'est-à-dire vous êtes en train de faire une évaluation masquée. Ils vont vous soupçonner. Donc, et ainsi, puisqu'ils sont en train de vous soupçonner,
Ils vont vous dire les choses telles qu'elles seraient écrites dans un livre. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire les choses telles qu'elles doivent être faites. Par exemple, j'arrive le matin, j'ouvre la porte, je vais dire, je mets la clé dans la serrure, je tourne, je pars allumer mon ordinateur et je fais le blablabla. Bla, bla, bla. OK, c'est beau. Sauf que en l'observant, vous allez vous rendre compte que quand il arrive le matin, il va d'abord dire bonjour à la collègue d'à côté, ce qui est une très bonne chose, hein, avant que d'aller ouvrir sa porte. Vous voyez donc que dans la pratique, il ne fait pas exactement ce qu'il dit, ou alors il ne dit pas ce qu'il fait. Et finalement, il faut toujours, enfin, il se pourrait que vous soyez obligé d'aller faire de l'observation. Donc, observation, c'est important comme c'est une technique importante. Ensuite, en fait, l'observation, ça vous permet de compléter aussi ce que vous avez entendu. Ça vous permet de voir ce que vous avez entendu, surtout si elle n'est pas intrusive. Ensuite, interview. L'interview, c'est pour les timides. C'est-à-dire que ceux qui sont mal à l'aise dans le contexte de workshop ou du moins en public, ils vont peut-être vous cacher des choses, soit parce qu'ils ne veulent pas être jugés, soit. C'est très intéressant de les prendre en aparté et dire que allons dans une salle, juste toi et moi, on se parle. Ton processus là, c'est quoi la première étape? Qu'est-ce que tu fais? Deuxième étape, troisième étape. Du moins, vous parlez one-on-one et ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'il fait. Avec ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, 60 secondes. Ouais, ce sera pas long. Nadia, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre le relais? Parce que comme je travaille de la maison, quelqu'un... OK. Donc, on a parlé d'interview. Et ensuite, l'analyse de la cause fondamentale, cause profonde, si vous voulez. En anglais, c'est root cause analysis. C'est lorsqu'on analyse systématiquement un problème pour en déterminer les causes. Ça, c'est très important. Je vais dire que comme analyste d'affaires, je suis sûr que ça va être parmi les premières techniques dans votre trousse à outils. Parce que l'analyse, parce que en tant qu'analyste d'affaires, vous êtes supposé être un homme des solutions, un homme qui trouve des solutions aux problèmes. C'est-à-dire que votre travail, c'est de résoudre les problèmes. Dans le contexte précis qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'analyse des processus, imaginons le cas où nos collègues, nos spécialistes de l'intelligence d'affaires, ils sont arrivés à déterminer que notre client, c'est-à-dire que ça grogne chez les clients. Les clients ne sont pas contents. Il y a des plaintes qui reviennent encore et encore. Il faut qu'on analyse pour comprendre pourquoi est-ce que les clients se plaignent. En faisant une analyse de la cause profonde, on va se rendre compte que parce que notre collègue fait du travail de transcription, il se trompe 15 fois sur 100 et comme conséquence, on donne le mauvais produit, ce qui entraîne de l'insatisfaction chez le client. Ça, c'est très grossièrement une analyse de la cause profonde, quoi. Bien sûr que dans la pratique, il y a plusieurs approches, telles que le diagramme Ishikawa, les 5 W, enfin en anglais c'est 5 whys, c'est-à-dire pose-toi la question 5 fois pourquoi. Et au bout de la 5e fois, tu vas forcément arriver à trouver la réponse. Donc, il y a un exemple que j'aime beaucoup parce que je vais dire surtout eu égard mon pays, le Cameroun. Moi, de temps à autre, lorsque je discute avec mes jeunes collègues, je leur dis toujours que, bon, imaginez une personne qui prend sa moto, s'en va en route, il a son casque, il a tout ce qu'il faut, il est en règle. Sauf qu'il arrive en route en esquivant un nid de poule, il tombe et se fracture un bras. Si je vous demande pourquoi est-ce que le monsieur s'est fracturé le bras, pourquoi est-ce qu'il est tombé?
La réponse la plus facile, c'est de dire que c'est parce qu'il esquivait, un nid de poule. Mais sérieusement, ce n'est pas la bonne réponse. C'est la plus facile, mais ce n'est pas la bonne. OK. Première question. Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Il esquivait un nid de poule. D'accord. Deuxième question. Pourquoi y avait-il un nid de poule? Là, ça commence à devenir intéressant. On peut répondre en disant que c'est parce que la mairie n'a pas fait de manutention depuis 3 ans. Pourquoi est-ce que la mairie n'a pas fait de manutention? Parce qu'il n'y a pas de budget. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de budget? Parce que l'argent a été détourné. Donc, vous comprenez que parce que l'argent a été détourné, quelqu'un s'est fait mal. Ici. Donc, pour dire que dans notre processus, la même chose. Demandez-vous toujours pourquoi. Et finalement, les jeux collaboratifs. Les jeux collaboratifs, c'est un peu comme les ateliers, sauf que c'est plus amusant. C'est une occasion pendant laquelle on travaille ensemble pour construire quelque chose, ou du moins pour atteindre un objectif. Dans notre cas spécifique, on peut par exemple se dire que nous sommes en train de travailler à créer un nouveau processus. Oui, parce que les processus, on ne va pas juste se contenter de les d'analyser, de cartographier. On peut aussi les inventer. Non, je veux dire, on peut aussi en créer depuis une feuille blanche. Par exemple, pour une nouvelle initiative commerciale, on peut devoir se retrouver en train de faire un processus ad hoc de zéro. Le jeu de collaboration, c'est très intéressant. Vous prenez les parties prenantes, ceux qui seront impliqués dans ce processus ou ceux qui lancent de nouveaux produits, vous les mettez dans une salle pour dire, les gars, amusons-nous. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut servir notre client? Quelqu'un va dire, ah, première chose, il serait intéressant, par exemple, que le client aille sur le site Internet, il choisit son produit. Notez, première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça le jeu de collaboration. Voilà. Avec ça, Gaël, Oui, juste une question de la part de Arsène Nana. Il oui, demande, on dirait qu'un processus métier est un projet sans fin. Est-ce vraiment le cas? Donc, je ne sais pas euh, si tu peux revenir sur les processus pour montrer le début et la fin pour que ce soit oui, plus clair de manière visuelle. oui. Alors, ici, ce n'est pas un projet sans fin. C'est pour ça qu'au début, on a dit qu'il faut qu'il soit bien délimité dans ses frontières. Ce n'est pas un projet sans fin. Bon, à moins que la question ne soit philosophique, pour dire qu'un processus, il est supposé être amélioré pendant tout son cycle de vie. Là, c'est autre chose. Mais si on parle de la frontière, d'un début et d'une fin, absolument, c'est très important de le signer. Ou ici, par exemple, vous avez un début, un processus qui commence avec la réception d'un courriel, d'un message électronique, si vous voulez. Et il termine à partir du moment où on a fait l'expédition. Le processus, il est terminé. Ce qui se passe après, c'est autre chose. Ce n'est plus. Je veux dire, la frontière, elle est terminée là. Ce qui se passe après, c'est un autre processus. La pré-vente, par exemple, c'est un métier à lui-même. J'espère que c'était ça le sens de la question. Moi, je pense que je pense qu'il voulait parler peut-être du processus d'amélioration. Ah oui, exactement. Oui, si c'est dans une perspective d'amélioration, absolument, c'est 100% pertinent. C'est un projet sans fin parce que vous allez y travailler pendant justement tout son cycle de vie. Chaque année, c'est-à-dire au gré des changements. Avant que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les smartphones sont à la mode. Avant les smartphones, c'était comment le processus c'est-à-dire votre banque avait un processus de création de création du compte bancaire. Aujourd'hui, tu peux le faire avec ton téléphone. Avant, ce n'était pas possible. C'est le même processus, mais on a fait la refonte pour inclure la composante téléphonie mobile ou du moins terminaux mobiles qui permettent aux clients d'être beaucoup plus interactifs. Bon, demain,
quand ils auront inventé autre chose, on verra comment ça va se passer. Mais fait me reste que ces processus-là, ils vont, du moins, les processus, ils vont s'adapter, ils vont évoluer pour s'adapter à des nouvelles donnes. Ils doivent, autrement, ils meurent. Oui, c'est ça. Donc, dans une optique d'amélioration continue, oui, absolument. C'est un projet sans fin, ou presque. Voilà. Est-ce que... Bon, en tout cas, moi, je vais terminer juste là et puis on va se poser des questions. Donc, moi, je suis en fait votre hôte, je suis Gaël Mombio, j'ai un baccalauréat, c'est ici au Canada, c'est une façon de dire licence en marketing et communication et maîtrise en stratégie d'entreprise plus DSS en analyse d'affaires. Moi, je suis un passionné des processus d'affaires. Je le fais de temps en temps dans mon travail de conseiller en système d'information, justement comme un des préludes à toute activité d'implantation de logiciels. Donc, avec ça, je vais beaucoup vous remercier pour votre attention et vous prier de ne pas, enfin, vous supplier de ne pas poser des questions très difficiles.